C'est comme si, imaginons qu'il y a 20 ans ou plus, on disait, on a inventé un nouveau capteur qui s'appelle une caméra. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des caméras? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Donc, en fait, aujourd'hui, vous voyez les caméras, ils sont partout. Donc, le lidar, ça peut effectivement être utilisé dans énormément d'applications. Savez-vous ce qu'est un lidar? Vous en avez certainement déjà vu sur le toit de certains véhicules autonomes ou sur votre aspirateur robot. Un lidar, c'est un radar laser, un appareil qui permet à un ordinateur de cartographier son environnement, donc par exemple à un véhicule de se repérer dans l'espace. C'est ce qui donne la vue à une machine. Mais encore faut-il lui adjoindre des logiciels d'intelligence artificielle pour le rendre intelligent. C'est la spécialité de la jeune entreprise française Outsight, une pépite de la French Tech qui vient de lever 22 millions d'euros et qui ambitionne de devenir leader mondial du secteur. Leader du lidar. J'ai rencontré son fondateur. À noter que vous pouvez écouter cette interview par chapitre sur Apple Podcast, Podcast Addict et sur le site mondenumérique.info. Bonjour Raoul Bravo. Bonjour. Nous sommes au siège d'Outsight à Paris, dans le 6e arrondissement. Quelle est l'activité d'Outsight? Que faites-vous exactement? Donc, pour comprendre ce qu'on fait, il faut parler de lidar. En fait, c'est un type de capteur qui est comme des nouvelles caméras qui permettent, à la différence d'une caméra justement qui voit la couleur, de comprendre les objets, ce qui sont loin, ce qui sont proches, ce qui sont grands, quelle est leur vitesse, leur volume. Et donc, ce type de capteur amène une valeur inouïe, en fait, quelque chose qui était vraiment pas possible avant, beaucoup d'applications, sauf que c'est très compliqué à utiliser. C'est une nouvelle technologie, c'est très compliqué, il y a que des experts qui peuvent utiliser ça. Et donc, notre mission chez Outsight, c'est de faire du logiciel qu'on appelle temps réel, c'est-à-dire qui traite les données en même temps qu'elles sont acquises, pour permettre à un ingénieur, on va dire non expert, de pouvoir utiliser la 3D. Sans besoin de devenir justement un expert en 3D. Donc c'est ça qu'on fait pour n'importe quelle application. Donc c'est pas que les voitures autonomes qui étaient à l'origine. Voilà, parce qu'on connaît les lidars pour les voitures autonomes. Donc c'est ça qui a permis en fait à la technologie de être à la fois connue, mais aussi qui a qui a provoqué en fait ou permis des investissements massifs, vraiment des milliards, qui ont été investis dans la partie matérielle. C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui 80 fabricants de capteurs, que les prix de capteurs baissent énormément pour conséquence directe en fait de cette concurrence, mais que malgré cette maturité du matériel, il n'y a pas de logiciel qui permet de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de rendre les choses très faciles. C'est-à-dire qu'il y a l'outil qui existe, le lidar, qui est un laser. Est un laser qui voit des millions de petits points laser. D'accord. Et c'est ça qui mesure les distances. Et vous donnez de l'intelligence à ces lidars. C'est ça. On donne l'intelligence. Et pourquoi on donne de l'intelligence? Pas pour le plaisir, mais parce qu'il faut cette intelligence pour que ces données-là soient utilisables. Ils servent à quelque chose. Donc, par exemple, des millions de points avec plein de distances, ça sert à rien en soi. Par contre, si vous dites, vous extrayez, et vous êtes capable d'extraire où sont les objets, parmi tous les millions de points, on vous dit il n'y a que 10 points qui comptent, parce que c'est là où il y a une personne. Et tout le reste, vous pouvez l'oublier. Donc ça fait à la fois facile à utiliser, premièrement, mais aussi des données qui sont aussi beaucoup plus faibles en quantité, en fait, que des données massives qu'on appelle des données brutes. Donc vous ne fabriquez pas de lidar, hein? Donc on ne fabrique pas de lidar. On rend n'importe quel lidar utilisable. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'applications, ce n'est pas seulement utiliser un certain lidar, c'est combiner ce qu'on appelle fusionner la donnée de différentes lidars. D'accord. Parce que chaque lidar est approprié ou il est spécialement adapté pour un certain type d'application. Et parfois, vous en avez besoin de, par exemple, quand on prend un aéroport, quand vous êtes une des applications, les aéroports, quand vous êtes dans les halls d'entrée, vous allez typiquement utiliser un lidar qui est capable de voir ce qu'on appelle à 360 degrés, c'est-à-dire voilà, vous êtes dans un espace qui est large. Par contre, dans le même aéroport, vous allez ensuite emprunter une allée qui, elle est peut-être étroite, et dans ces cas-là, vous allez utiliser un autre type de lidar qui est approprié pour les allées étroites. Et pourtant, en tant qu'opérateur de l'aéroport, vous voulez avoir les tracés de la personne, des personnes, qu'elles soient dans l'allée ou dans les halls, de façon continue. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut combiner, en fait, d'une façon un peu transparente pour les clients,
différents types de matériel. Et donc ça, c'est déjà en service dans des aéroports. Donc si on prend par exemple, si aujourd'hui vous arrivez au terminal de E à Paris-Charles de Gaulle, vous avez aujourd'hui, vous montez un peu la tête, vous verrez le logo Outside avec plein de lidars qui sont en train de détecter, traquer les personnes de façon totalement anonyme. Alors, parce que c'est important de noter ça. Oui, et voilà, c'est la question. Quel est l'intérêt d'utiliser des lidars par rapport à de la vidéo ? Est-ce que ça préserve l'anonymat précisément ? Alors, c'est pas forcément un ou l'autre, c'est qu'il y a premièrement énormément d'applications qui ne sont pas possibles avec des caméras. Donc, il n'y a même pas le choix. Si vous voulez mesurer de façon précise quelle est la dimension des objets, est-ce qu'ils sont proches ou est-ce qu'ils sont loin, est-ce qu'ils se rapprochent, est-ce qu'ils s'éloignent, etc. Vous avez besoin de la 3D. Vous ne pouvez pas faire facilement avec une caméra, c'est pas fait pour ça. Et donc, il y a des applications qui ne sont pas possibles qu'avec la 3D. C'est pour ça que la 3D va être très importante. Dans d'autres cas, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Et effectivement, il y a une valeur additionnelle qui n'est pas la seule, c'est juste importante, mais ce n'est pas la principale, qui est l'anonymat. Parce que la donnée 3D laser ne permet pas, même si on voulait, parce qu'elle n'a pas la résolution, n'a pas la caractéristique qui le permet, de détecter si c'est une personne ou une autre, même un homme, une femme, un enfant ou autre. On ne peut pas identifier, c'est pas comme une photo, ce n'est pas comme une vidéo. On peut savoir juste la hauteur, la vitesse, etc. Ce qui est important pour déterminer, par exemple, combien de personnes il y a, ça. C'est ce qu'on peut dire. Est-ce qu'ils sont en groupe? Est-ce qu'ils ne sont pas en groupe? Etc. Tout ça, oui. Mais qui sont? On ne peut pas le savoir. Pourtant, vous dites... Alors, on connaît le lidar pour la voiture autonome. Mais pourtant, Elon Musk, par exemple, sur les Tesla, a toujours fait le choix de la vidéo, précisément, des caméras. Et non pas du lidar qui est utilisé, en revanche, par Google. Comment ça se fait? Bon, on a commencé par ça en disant la voiture autonome a permis en fait cette technologie d'émerger, mais paradoxalement on n'en est pas là encore. On ne sait pas en fait quand est-ce qu'on aura des voitures autonomes un peu partout, etc. Pourquoi? Entre autres, pas la seule raison, mais entre autres, c'est des capteurs qui restent pas adaptés à la voiture pour l'instant. Donc Elon Musk a un peu raison aujourd'hui. C'est que l'état actuel du lidar ne permet pas. C'est pour ça qu'on n'en voit pas en fait massivement dans des voitures, parce que soit c'est trop cher, trop encombrant, trop consommateur d'énergie, pas assez robuste pour les vibrations d'une voiture, etc. Mais en revanche, c'est ce qu'utilise par exemple Google ou Uber. Voilà, par contre, dans la voiture autonome, on a différents groupes. Ce n'est pas la même chose, une Tesla qui doit pouvoir être achetée par un peu tout le monde, ou est relativement cher, mais il est destiné aux particuliers. Il est destiné aux particuliers. Oui, il y a une dimension économique très importante. Il y a une dimension très importante. Quand vous prenez un robot-taxi qu'on appelle de Google, l'esthétique n'est pas si importante, la taille n'est pas si importante, parce que vous êtes en train de monter dans un moyen de transport qui n'est pas le vôtre. C'était qu'un moyen, c'est un service. Oui, puis c'est presque encore un prototype. C'est en général, principalement des prototypes. Oui. Plus ou moins à l'échelle. Par contre, ce qu'on voit, c'est que grâce en fait à cet effort de la voiture autonome, c'est tout un ensemble d'autres marchés qui en profitent et qui aujourd'hui disent, mais en fait un lidar à quelques centaines d'euros, quelques milliers même, est largement moins cher que les 10 ou les 20 caméras que ça remplace. Par exemple. Un lidar remplace 10 ou 20 caméras. Dans beaucoup de cas d'usage, ça peut remplacer beaucoup de caméras. Parce qu'on le met sur le toit et ça tourne à 360. Parce que déjà, ça peut avoir à quelques centaines de mètres, dans certains cas, que effectivement... La nuit également? Et la nuit également, on n'en a pas parlé, mais évidemment, quand on dit qu'une caméra capte les couleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de signal, donc il n'y a pas d'image quand il y a la nuit, ou quand il y a des changements des lumières très importantes. Par exemple, si vous avez le soleil directement sur la caméra, il souffre en fait des changements de lumière très importants qui n'est pas fort. Toutes les caméras ne sont pas capables de gérer. Donc il y a effectivement beaucoup de cas dans lesquels c'est pas mieux ou pire, c'est que les caméras ne peuvent pas faire. Le lidar est très adapté et vice versa. Le lidar n'est pas adapté pour certaines choses, par exemple pour lire une plaque d'immatriculation, pour la même raison qu'on ne peut pas savoir qui est la personne, on ne peut pas lire une plaque d'immatriculation avec un lidar. On ne peut pas aujourd'hui ou on ne pourra jamais? On pourra peut-être, mais dans très longtemps. Dans très longtemps.
Donc, si on vous comprend bien, le lidar, c'est mieux pour la voiture autonome, mais ça coûte plus cher. Donc, en fait, c'est moins bien. Mais techniquement, ce serait plus adapté. Pour la voiture autonome, vous avez besoin d'eux. Parce que faut les deux. Il faut les deux. Parce qu'il faut à la fois, pour donner un exemple, savoir si la lumière est rouge ou verte. Pour pouvoir passer, il faut une caméra. Bien sûr. Mais il ne faut pas forcément une caméra, ou c'est pas la meilleure solution, si pendant la nuit, on veut savoir s'il y a un obstacle qui est en train de traverser la route ou pas. Oui, parce que c'est ça, il faut rappeler un peu comment ça marche. C'est un laser, c'est-à-dire que c'est un radar laser. Donc ça envoie, ça reçoit. En fait, si vous voulez une analogie, c'est comme quand vous achetez un mètre laser chez une boutique de bricolage. Le petit rayon rouge. Voilà, un rayon rouge qu'il mesure et vous dit votre mur, il est à 3 mètres 30. Et c'est la même chose, c'est juste qu'au lieu d'être un seul point, comme celui que vous voyez dans votre mesureur, mais c'est des millions de points, et qu'au lieu de taper, on va dire, ou être toujours au même endroit, ils sont éparpillés en fait dans tout l'angle de vue. D'accord. Et donc le résultat de ça, c'est qu'au lieu d'avoir un point qui est à 3 mètres et quelques, vous avez des millions de points. Donc vous avez en fait une vision vraiment très précise de tout ce qu'il y a autour de vous. Alors quelles applications ? On a parlé des aéroports, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres applications sur lesquelles vous travaillez d'ailleurs. Oui, énormément. Parce qu'en fait, c'est comme si, imaginons qu'il y a 20 ans ou plus, on disait, on a inventé un nouveau capteur qui s'appelle une caméra. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des caméras ? Qu'est-ce qu'on peut pas faire ? Donc, en fait, aujourd'hui, vous voyez les caméras, ils sont partout. Depuis les processus industriels en fabrication jusqu'à dans votre poche, dans votre téléphone, dans le cinéma, etc., etc. Donc, c'est partout. Donc, le lidar, il est très horizontal dans le sens où ça peut effectivement être utilisé dans énormément d'applications. Et donc, si on fait une analogie, on est vraiment convaincu que la 3D, c'est vraiment la continuité des grandes avancées technologiques. On avait le micro-ordinateur, ensuite on a eu la téléphonie mobile, Internet, les clouds, intelligence artificielle. La 3D va être du même ordre de grandeur. On ne se rend pas compte encore, parce que c'est souvent comme ça, quand ça démarre, on ne se rend pas compte de qu'est-ce que ça peut devenir ou qu'est-ce que ça va devenir. Mais pour nous, ça va vraiment toucher à énormément d'industries. Et donc, nous, on classifie ça en 3 grands groupes, ce qu'on appelle infrastructure. Donc, on a donné l'exemple de l'aéroport, mais on fait beaucoup d'applications dans ce qu'on appelle le Smart City ou transport intelligent, c'est-à-dire détecter, par exemple, dans des carrefours, que des personnes ou des vélos ne soient pas en presque accident avec des voitures, etc. Donc ça, c'est une application très importante. Qui est testée actuellement, qui est utilisée ? Oui, bien sûr. Quel endroit ? Aux États-Unis, on a déployé, par exemple, près de Washington, on a une installation, on a des vidéos qu'on peut vous montrer. Et c'est assez impressionnant parce qu'effectivement, on peut comprendre de façon très fine, à des centimètres, tout le trafic, les personnes, les interactions, etc. Et pourquoi faire ? Pour soit réagir tout de suite, parce qu'il y a un événement, un accident, quelque chose qui s'est passé, soit donc ça détecte automatiquement un accident. Ou, parce que c'est pas exclusif, c'est les deux, capturer des données qui vous permettent d'améliorer la situation parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, ce qu'on appelle en anglais les near misses, c'est-à-dire des presque accidents. Si vous avez dans un carrefour beaucoup de presque accidents, et que dans un autre, vous n'en avez pas, vous savez sur lesquels il faut agir. C'est qu'il y a un problème dans le carrefour. Avant que ça arrive, vous voyez. Et donc, vous pouvez aménager différemment l'endroit, etc., parce que vous avez l'information réelle et massive, parce que c'est en temps réel, 24 heures sur 24, etc. Et donc, parce que vous savez, par exemple, que les accidents des piétons et des voitures arrivent disproportionnellement la nuit, ce qui n'est pas surprenant, même s'il y a moins de voitures la nuit. Mais on conduit plus vite, il y a des situations qui ne se donnent pas forcément, il y a moins de lumière, etc. Donc, c'est disproportionnellement... Parfois, on a un peu bu. Parfois, on a bu, etc. Enfin, bref, il y a tout un ensemble de facteurs qui font qu'il y a plus d'accidents là où il y a plein de lumière. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est juste un exemple. Ok, alors les aéroports... Donc, ça, c'est ce qu'on appelle infrastructure. On appelle smart infrastructure. Donc, ça devient intelligent. Évidemment, la sécurité, par exemple, tout ce qui est sécurité de sites sensibles, qu'on appelle sécurité périmétrique, c'est aussi l'infrastructure. Dans le sens où on va détecter de façon très précise
des intrusions ou autres, sans se tromper, sans donner des faux positifs qu'on appelle, parce que c'est le problème de la sécurité, c'est quand ça sonne l'alarme pour rien. Ça, c'est le problème. C'est pas la détection, c'est plutôt le faux. Et donc ça, c'est Smart Infrastructure. Ensuite, on a un deuxième groupe, on va dire, d'applications qu'on appelle véhicules et robots. Donc c'est évidemment la robotique, parce que vous pouvez bien imaginer que n'importe quel robot doit comprendre ce qui se passe autour de lui en 3D. Ne serait-ce que pour pas se prendre un mur, pour pas avoir des collisions, etc. La 3D est importante à peu près n'importe quel robot. Ce sont ses yeux, en fait. Ses yeux et ses sens. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Des robots très simples n'a pas forcément besoin. Ça, par exemple, votre petit aspirateur dans la maison, Roomba ou autre, n'a pas strictement besoin de ça. Et pourtant, il y a un lidar. Il y a un lidar sur les aspirateurs robots aujourd'hui. C'est juste que c'est un lidar qu'on appelle 2D. Pourquoi ? Parce que on sait que dans un appartement, le sol est plat. Donc, on n'a pas besoin tout à fait de la 3D parce que ça ne change pas, etc. Donc, c'est un petit détail. C'est pour ça que ça existe depuis longtemps. Et là, quand on dit lidar, en réalité, on devrait dire lidar 3D. D'accord. Et donc, là, la robotique, la 3D est nécessaire surtout à l'extérieur. Là où il y a des obstacles, en fait, qui ne sont pas aussi simples que le sol d'une maison ou même dans l'entrepôt. Vous voyez, ce qui est plat. Donc la 3D, ça permet de voir les reliefs, les différents niveaux. Les différents niveaux, les reliefs, etc. Et donc, quand on dit robot et véhicule, ce qui est important de noter, c'est qu'on parle beaucoup d'autonomie, un robot totalement autonome. Mais en fait, il y a énormément d'applications dans lesquelles on n'a pas forcément besoin d'autonomie, mais qu'on veut donner aux machines la capacité de comprendre ce qui se passe autour pour améliorer la sécurité des personnes. Par exemple, tout ce qui est équipement des machines, en fait, des constructions dans les rues, etc. On veut éviter des accidents parce qu'il y en a beaucoup trop. Et en fait, grâce à la détection 3D, donc la personne est toujours là. Et on n'est pas en train d'automatiser en fait les process, mais on l'extend, on lui donne en fait des sens. Vous l'augmentez. Voilà, les mots que je cherchais, c'est ça. On l'augmente avec des moyens qui peut pas avoir. On a eu une fois une demande d'un parc d'attractions dans lequel il y en a des carrosses qui sont conduites, etc. C'est lui qui conduit la carrosse, n'a pas une visibilité très bonne sur des enfants qui peuvent aller autour et il peut y avoir des accidents alors qu'on est là pour se divertir. Et pourtant, on va augmenter en fait la capacité de conducteur, mais pas les supprimer. Donc il y a beaucoup d'applications là-dessus. Et le troisième, c'est l'industrie. Donc tout ce qui se passe, par exemple, dans des entrepôts dans lesquels on va venir mesurer l'état de stock, c'est-à-dire combien de produits en fait il y a aujourd'hui dans l'entrepôt de façon précise. Là encore, c'est le volume qu'on mesure. Et donc ça, typiquement, une caméra peut dire oui ou non, il y a un objet. Ça, c'est facile. Mais si on veut savoir combien de mètres cubes d'un tel produit il y a, ça, il faut mesurer le volume. Et ça, il faut comprendre. Et ça, vous pouvez le faire aujourd'hui. Ça, on le fait aujourd'hui. On le fait aujourd'hui. On a des clients dans différents continents. Hein. C'est pas qu'en France. On a des clients un peu partout où on va mesurer les volumes des tas de riz, de café, etc. Dans lesquels on va pouvoir dire il y a X mètres cubes exactement. Ce que ne peut pas faire une caméra vidéo. Non, pas, en tout cas pas de façon native. Ouais. On peut estimer. Oui, mais le lidar non plus, là, vous ne l'utilisez pas de façon native. Vous apportez de l'intelligence au lidar. On apporte l'intelligence, mais d'un point de vue, on va dire, native, la donnée est déjà géométrique. La donnée qu'on obtient, c'est vraiment la distance. Après, c'est à nous de traduire. C'est déjà des chiffres. C'est déjà des chiffres, des points, des coordonnées. Des distances, exactement. C'est après à nous de dire, donc, le volume, c'est X. D'accord. Mais une caméra peut dire juste, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas. Et aujourd'hui, est-ce que ça peut fonctionner avec des puissances informatiques raisonnables ou il faut encore des énormes machines pour faire tourner tous ces algorithmes que vous développez ? Ça dépend. Si vous faites avec nous, vous utilisez très peu de puissance de calcul, c'est une de nos forces parce qu'on utilise effectivement un processeur qu'on appelle ARM. Donc c'est vraiment le processeur qu'on peut beaucoup moins puissant que ce que vous avez dans votre téléphone. Beaucoup moins puissant. Oui, mais donc, qui vient de la téléphonie mobile malgré tout. Et qui vient quand même, oui, évidemment que ça a été... mais effectivement, si vous n'êtes pas efficace
et que vous utilisez des algorithmes qui n'ont pas été conçus pour ça ou qu'ils ne sont pas très optimisés, etc., très rapidement, vous avez besoin de puissances de calcul très importantes. Et donc ça, c'est un grand enjeu en fait de nos clients. C'est pour ça que je parlais aussi du fait que quand on traite les données, de façon naturelle, on réduit aussi la quantité de données. C'est-à-dire que nous, on a en entrée des millions de points. En sortie, on va vous dire juste tel objet, il est à telle distance, et ça, c'est très peu d'informations codifiées. Et donc, on a compressé de façon très importante, de l'ordre des 2% en fait, du total. Mais pas parce qu'on a compressé de façon informatique. 1 ou 2%. De la donnée en entrée, on a moins de 1 ou 2% en sortie. Ah oui, d'accord. Et donc, parce que l'information qui est utile pour vous, elle est en réalité très, très distillée déjà. En fait, c'est ça qui compte. Donc, d'un côté, vous reconcentrez sur l'essentiel. Sur ce qui compte, sur ce que vous cherchez, en fait. C'est dans la masse d'informations, où sont les personnes, par exemple. D'accord. Quelles sont les applications futures qu'on peut imaginer avec cette technologie ? En fait, même nous, on est surpris. Tous les jours, on a des nouvelles. D'ailleurs, c'est un de nos principaux enjeux. C'est prioriser en fait ces différentes applications par rapport à celles qui nécessitent en fait d'être un peu futuristes et d'autres applications qui sont aujourd'hui tout à fait faisables. Et donc en fait vous répondez aux demandes de vos clients, c'est ça ? Donc on a des grandes applications, on en a parlé en fait, qui sont assez évidentes en fait, qui tôt ou tard ils vont déployer de façon massive. Par exemple, sur les intersections dont on parlait, il y a des projets aux États-Unis pour équiper des centaines de milliers d'intersections. Donc, c'est pas des milliers, c'est vraiment des centaines de milliers. Donc, ça peut être très, très massif au niveau d'infrastructure. Ça peut vraiment rendre l'infrastructure intelligente. Et ensuite, il y a d'autres applications un peu plus, un peu plus prospectives, en fait. Donc, et qui dépendent, malgré tout, du fait que le matériel dont on parlait avant évolue, parce qu'il ne s'est pas arrêté, il ne va pas s'arrêter. Oui. En fait, aujourd'hui, on parlait des millions de points. Très rapidement, dans 18 mois, on pense que ça va être multiplié par 10, la résolution de ces capteurs. Qu'est-ce que ça va changer pour vous alors ? Et ça va changer pour nous surtout que des applications qui nécessitent encore plus de précision, ou des portées, par exemple, des distances de détection, etc., qui aujourd'hui les capteurs existants ne permettent pas, vont devenir réalisables. Qui fabrique des lidars aujourd'hui dans le monde ? Dans le monde, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est principalement des Américains et des Chinois. Évidemment, on a des exceptions européennes, dont Valeo, évidemment, on peut en être fier, mais qui est très orienté voiture. Oui, l'équipementier automobile. Mais ce qui est amusant, c'est que dans le matériel, on est vraiment dominé par des Américains et des Chinois. Et dans les logiciels, on est clairement le leader mondial. Et donc, on a la possibilité, et c'est notre objectif chez Outside, de créer le champion du logiciel pour ces technologies-là. Et évidemment, ce n'est pas une surprise. On pense que, comme toujours, le logiciel devient très souvent le plus important d'une technologie, même si, évidemment, le matériel est une condition. Mais est-ce que c'est pas, malgré tout, un problème que le matériel vienne essentiellement de la Chine ou des États-Unis ? Est-ce qu'il n'y a pas il n'est pas prévu de développer, de créer des lidars européens ? Alors, c'est pas totalement binaire. Il y a quelques acteurs européens, mais il n'y en a pas en quantité suffisamment importante. Donc, effectivement, oui, ça peut, à un moment donné, devenir un problème. Ceci étant dit, la technologie matérielle est en train d'assez commoditiser, qu'on appelle, c'est-à-dire que les compétences nécessaires pour mettre au point ce type de produit deviennent de plus en plus atteignables, même si vous n'êtes pas démarré, on va dire, en même temps que les Américains et les Chinois. Oui, on peut imaginer vous pouvez rattraper parce que la technologie devient un petit peu plus banale. Ouais, demain, il sera peut-être beaucoup plus facile de fabriquer ces équipements. Alors, devenir le leader mondial, c'est votre ambition, vous l'avez dit. Et du coup, bien les investisseurs ont bien compris, ils vous suivent. Là, on peut en parler. Vous venez de réaliser une levée de fonds très importante. Oui.
Donc on a levé 22 millions tout récemment, qui nous donne des moyens importants qu'on avait déjà. Donc c'est vraiment un plus en fait des montants équivalents qu'on avait déjà levés, qu'on n'avait pas utilisé pleinement. Donc on a des moyens assez importants parce que effectivement il y a à la fois une tendance de fond sur la 3D, on en a parlé. Et il y a clairement une position à prendre, il y a une ambition aussi de la société. Et ce qui est intéressant, c'est que on est soutenu à la fois par des investisseurs américains et des investisseurs européens et français. Donc ça montre bien aussi notre présence multinationale, parce on est aujourd'hui à Paris, mais vous savez que on est depuis les premiers jours présent à San Francisco. C'est pas un next step, hein, c'est quelque chose depuis les premiers jours qui nous a permis en fait de nous insérer en fait dans les marchés locaux assez rapidement. Est-ce que vous arriverez à rester français? On est français, donc on croit pas en fait à développer des équipes de développement produits meilleures qu'en France. Par exemple, à la Silicon Valley, on pense que c'est une très très mauvaise idée et on ne le fera pas. Les équipes que nous avons en Californie, c'est des équipes qui sont très orientées clients, en fait, pour les supporter, pour les aider, pour les accompagner, pour les former, etc. Oui, c'est plus commercial. C'est plus commercial. Le gros, en fait, de notre effort de développement, ça se passe à Paris et à Sophie Antipolis. Mais si demain un poids lourd américain veut vous racheter, qu'est-ce que vous ferez? Déjà, une des raisons pour lesquelles il pourrait avoir, c'est justement le talent local unique dont on dispose. Donc il n'y a aucune raison que ça soit pour détruire en fait cette valeur unique créée. C'est plutôt l'inverse. C'est parce que cette masse critique des talents qu'on a réussi à réunir, mais qu'on est en train d'agrandir. On est aujourd'hui 80 personnes, donc c'est pas facile en fait pour un acteur nouveau, américain ou peu importe, de démarrer une équipe de telle qualité en fait, et une masse critique des personnes qui va pas s'arrêter là. Donc on voit pas en fait, une menace, on va dire, à la nationalité de notre activité. Donc vous allez rester français? Oui. Avec votre petit accent d'ailleurs. Ceci dit, français, ça veut dire qu'on est effectivement basé en France, mais on a beaucoup différentes nationalités. Vous voyez mon accent. Donc, je ne suis pas le seul chez Outside qui est d'origine pas français, mais qui est en France depuis des années ou des dizaines d'années même. Merci beaucoup, Raoul Bravo. À vous. Merci pour cette découverte approfondie d'Outside et puis bonne chance surtout pour la suite. Merci. À vous.